Bonjour à tous, goedemorgen iedereen. Bienvenue aujourd'hui à Baudouin Regout, donc le nouveau commissaire au plan. Donc c'est un plaisir professionnel et personnel de l'accueillir aujourd'hui au Conseil central de l'économie pour une thématique évidemment qui nous est cher depuis quelques semaines au Conseil central de l'économie, à savoir évidemment l'évolution du cadre budgétaire européen et les éventuelles modifications qui pourraient être prises dans les prochains mois, voire les prochaines semaines. On ne sait pas quel est le calendrier de la Commission aujourd'hui. Le Bureau fédéral du plan a fait une première étude à la demande du ministre des Finances sur base de la proposition de la Commission. Nous avions accueilli d'ailleurs dans nos bureaux le commissaire européen et le ministre des Finances pour discuter d'ailleurs de la proposition de la Commission. Mais je vais laisser la parole tout de suite à Baudouin qui va lui nous permettre d'avoir une estimation chiffrée, évidemment, de l'impact potentiel de cette proposition de la Commission européenne. Monsieur le commissaire, we have the floor. Monsieur le Président, merci beaucoup Benoît. Bonjour à tout le monde, goeiedag iedereen. Dat is zeker een plezier dat vandaag te kunnen bespreken. Moet ik ook ten eerste laten weten, als jullie het niet wisten, dat jullie eigenlijk een van onze 3 bazen zijn. Dus het planbureau kan opdracht krijgen van 3 bronnen. Ten eerste de ministerraad, ten tweede de Kamer en ten derde de CRB. Dus voilà, dat is vrij normaal dat wij goed samenwerken. Inderdaad, vandaag is de bedoeling meer over die nieuwe budgettaire begrotingskader die voorgesteld is geweest of zal worden van de Europese Commissie. Dus wat is het status daarvan vandaag? Is het eigenlijk er is een communicatie daarover geweest, maar geen wettelijke voorstellen. De wettelijke voorstel zou normaal nog deze week komen. Ik denk ofwel vandaag ofwel morgen. Enkele bronnen van de Europese Commissie hebben mij gezegd dat het vandaag was, andere bronnen dat het morgen was. Ik hoop dat ze het zelf weten, maar we zien wel. Dat zal dus normaal. We zullen zeker en vast niet lang moeten wachten om erover meer te weten. Inderdaad, de bedoeling van vandaag is een klein beetje over dat kader te spreken. Dus een beetje descriptief, hoe werkt het? Het werd al een beetje besproken verleden week, denk ik, door een vertegenwoordiger van de Nederlanden. Je hebt ook een klein beetje een aantal discussies daarover gehad, maar toch ter herinnering zal ik opnieuw beschrijven hoe het werkt. En dan inderdaad, dat hebben wij proberen te zien. Wat zou dat in de praktijk betekenen voor België? Dus laten we een beetje over cijfers spreken. Dat is de bedoeling van vandaag. Ik zal dus daar vrij rap presenteren en dan kunnen we zeker daarover discussiëren. Maar zijn er vragen gedurende mijn presentatie als het niet helemaal duidelijk is? Er zijn nooit mij te onderbreken, dat is zeker de moeite. Als u het niet begrijpt, vermoedelijk ben ik niet duidelijk genoeg geweest en dat is de moeite om dat zo vroeg mogelijk te weten en misschien beter uit te leggen. Oké? Dus als hij nooit mij te onderbreken, zie ik een hand op, zal ik de vloer aan de vraag geven. Voilà. Je pense et j'espère que vous voyez la présentation, si ça peut m'être confirmé. Donc, je propose de commencer. Ten eerste een beetje over de huidige budgetregels. Dus inderdaad, we spreken altijd over de tekort en de schuld. Die zijn de 2 maatstaven die gevolgd zijn. Dat is eigenlijk gebaseerd op de treaties van de Europese Unie. Men spreekt altijd over de 3% van de BBP. Maar eigenlijk wat nog meer gebruikt wordt, is de middellange termijn doelstellingen, medium MTO, zoals het vaak genoemd wordt. En dat is afhankelijk van de ene naar de andere lidstaat. Voor België is dat 0% van het BBP. Maar dat is 0% in structurele termen. Dat betekent dat de conjuncturele effecten over dat deficit zijn weggenomen.
Dus men spreekt bijvoorbeeld de invloed over de werkloosheid, uitkeringen en ook over de fiscale opbrengsten die afhankelen van de conjunctuur. Het is om de 3 jaar herzien en normaal is er een convergentierate van, denk ik, maar onder de controle van Benoît, 0,5% per jaar as een benchmark wordt gezegd. Dat is gebaseerd op de Europese Commissie website. Dus ja, ik zie dat Benoît daar akkoord mee gaat, goed. Want ik heb ook 0,6 als een ander nummer, maar ik denk dat inderdaad het laatste nummer nu inderdaad 0,5 is. As een benchmark, dat betekent dat is eigenlijk normatief, maar bon, er kunnen ook uitzonderingen en onderhandelingen zijn wat dat betreft. Voor de schuld, dat is 60% van het BBP. Dus we zijn er ver van, wat België betreft. We zijn over 100% van het BBP. Niet de eerste maal in de geschiedenis dat het zo is geweest. En inderdaad, in onze geschiedenis zijn wij altijd succesvol geweest om dat terug naar lagere niveaus te brengen. Dus normaal moet het minder dan 60%. Is het niet het geval, dan wordt het verwacht dat de schuld is op een trajectoire, een dalende trajectoire, die normaal het beginsel is dat het zou terug naar 60% in 20 jaar moeten zijn of zoiets. Dus het is 1/20ste per jaar dat wordt verwacht als een dalende trajectoire. Nu, haal je niet deze maatstaven, dan is er bij een risico van een excessief deficit procedure die kan worden opgestart. En dat is inderdaad gebaseerd op de schuld, maar ook verwacht de Europese Commissie dat binnen een korte termijn en op een geloofwaardige wijze het lidstaat kan terug deze maatstaven ontmoeten. Nu eigenlijk, dat was heel interessant, maar niet zoveel per se toegepast, want er is de General Escape Clause, dus een specifiek artikel van de treaty die het mogelijk maakt te zeggen, kijk, die regels worden niet zo toegepast. Er kan wel flexibiliteit zijn en in dit geval voor maatregelen die de economische effecten van COVID en Oekraïne later, dus de energiecrisis, kunnen bestrijden. Donc ça, ce sont les règles actuelles, qui ont été mises un peu en suspens, comme je viens de l'expliquer, et elles ont fait face à toute une série de critiques en disant qu'elles sont peut-être trop automatiques, qu'elles sont peut-être procycliques, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à encourager de se resserrer la ceinture budgétairement au moment où il faudrait faire l'inverse, etc. Donc toute une série de critiques qui sont là depuis un certain temps, et il y a une proposition de réforme qui a enfin été mise sur la table en 2022, donc l'année passée, fin de l'année passée, sachant que c'était quelque chose qui était en discussion depuis longtemps, qu'il y avait même d'ailleurs une série de clauses de révision qui étaient censées avoir du two-pack et du six-pack qui exigeaient qu'il y ait déjà certaines choses qui soient revues avec d'autres propositions en 2018. Donc franchement, la Commission a utilisé tous ces trucs pour pouvoir un peu ralentir dans ce processus. Mais c'est parce que tout simplement, c'était le reflet que la discussion au niveau européen avec différents États membres n'était pas encore suffisamment mature pour pouvoir arriver à une proposition qui puisse satisfaire les points de vue très différents en Europe. On connaît évidemment le camp des frugaux. Donc, la semaine passée, nous avons vu un représentant de la Hollande qui est souvent considéré comme à la tête de ce groupe des frugaux. La trésorerie de Berlin n'est pas en reste non plus. Donc, il y a toute une série d'autres pays qui sont plutôt dans un certain point de vue, qui veulent une forme d'automaticité, des règles très strictes et très dures, et d'autres qui veulent beaucoup plus de flexibilité, d'éviter les aspects procycliques, etc. Donc, ça a été des discussions difficiles. Et pour finir, on a eu pas vraiment une proposition, donc c'est donc une communication qui donne des orientations qui pourraient devenir la base à des propositions législatives. Et comme je l'ai dit, ces propositions législatives, on les attend cette semaine. En ce qui concerne le contenu de cette proposition, les règles quelque part, les références 3 et 60% sont quand même conservées. Fatalement, elles sont dans les traités de l'Union européenne. Donc, quelque part, elles sont inévitables. Elles ont été critiquées, mais elles sont inévitables. Ce sont dit des références. Donc,
déjà par le passé, ce n'étaient pas des règles extrêmement strictes. Voilà, on disait que normalement on doit y être, mais il faut y retourner relativement vite. Donc c'était des références, mais pas une règle très dure. Ça reste le cas maintenant. Par contre, les grosses différences, c'est que la perspective de la Commission européenne est de se mettre dans, plutôt que d'avoir une automaticité chaque année, avec chaque année un certain rythme de retour vers ces normes, elle se met plutôt dans une perspective à moyen long terme. Et elle essaye donc de se dire, mais quelle va être l'évolution de toute une série de variables budgétaires et de dettes, quels vont être aussi les aspects des risques, donc dans quelle mesure il peut y avoir un dérapage sur ces trajectoires, et dans quelle mesure il y a un risque sur la soutenabilité de la dette. Donc ça, c'est quand même, je dirais, comment dire, un souci relativement légitime de se dire, ben, pour finir, il y a une dette, il faut quand même s'assurer qu'on puisse la rembourser, qu'elle soit donc soutenable, donc c'est remboursée ou en tout cas maintenue dans des proportions contenues par rapport à l'évolution de l'économie. Et une autre chose qu'elle a essayé de faire, c'est de tenir compte des réformes et des investissements dans le cadre de la trajectoire pour reconverger vers ces fameux 3% et 60%. Donc en fait, c'est vraiment trois aspects qui répondaient à des critiques souvent formulées, soit au niveau politique, soit par des académiques, par rapport à l'ancien régime. Une autre chose que cela fait aussi, c'est une forme de simplification. Il faut savoir que tout l'ancien système avait évolué sur base de toute une série de bases légales. C'est une liste relativement longue. Il doit y avoir une série de réformes qui s'est passée historiquement. Pour finir, tout ça a été dans un document consolidé qui s'appelait le Vademecum, qui est une brique assez indigeste et qui est franchement d'une lecture assez complexe. Et donc, une volonté de simplification se trouvait aussi par rapport à ça. Un autre aspect qui était compliqué dans l'ancien système, c'était qu'on se basait surtout sur une notion de déficit structurel, c'est-à-dire en ayant retiré l'impact de la conjoncture. Et ça, c'était la bouteille à encre pour savoir comment l'évaluer. Donc, voilà, tout ça, c'était une série de faiblesses qu'ils ont essayé de retirer. Et alors, quelque part, la mesure ou l'instrument qu'ils essayent d'utiliser principalement, c'est ce qu'ils appellent l'analyse de la soutenabilité de la dette ou de la durabilité de la dette, Debt Sustainability Analysis, comme vous le voyez sur le slide. Et c'est quelque chose, c'est une analyse qu'ils font depuis un certain temps, mais qui n'était pas utilisée dans un cadre normatif de dire utilisons ceci pour pouvoir donner des trajectoires de convergence, et se disent ben maintenant pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas. Donc quelque part, c'est cet ancrage, c'est cette Debt Sustainability Analysis. Alors c'est quoi? Une Debt Sustainability Analysis, c'est pas très différent de vous et moi qui allons chez notre banquier en disant je voudrais emprunter pour acheter une maison ou acheter ceci, voire d'une entreprise qui veut faire des investissements et se trouve en face d'un banquier qui dit donnez-moi vos comptes, donnez-moi votre budget mensuel, dites-moi ce que vous faites, ceci, combien vous gagnez, etc. Et moi, je vais faire ma grande analyse pour m'assurer que vous pourrez me rembourser. C'est la même chose, simplement c'est fait au niveau d'un pays. Mais c'est la même idée, c'est de dire, ben voilà, est-ce que je vous prête de l'argent, est-ce que vous allez me le rembourser ou en tout cas, est-ce que vous allez ne pas vous retrouver dans un cas de surendettement pour lequel, du coup, les choses deviendraient compliquées. Et donc, cette analyse se fait, comme vous le voyez, sur une période de 10 ans, voire un peu plus, on va voir ça un peu plus tard. En tout cas, historiquement, il faisait ça sur 10 ans et prenait comme principe à politique inchangée. Voilà, sur base de la politique budgétaire actuelle, plus des évolutions auxquelles on peut s'attendre et du fonctionnement de toutes les politiques, que ce soit des politiques d'emploi, de pension, etc., actuelles, qu'est-ce que ça donne? Et quelle est la trajectoire du coup? En gros, quel est votre budget chaque année sur les 10 ans à venir? En gros, c'est plus ou moins ça qu'ils essayent de faire. En plus de ça, ils tiennent compte de facteurs de risque. C'est ce qu'on appelle les stress tests. C'est quelque chose qui est fait aussi d'ailleurs dans le monde financier. C'est de se dire, qu'est-ce qui se passe si j'ai un événement défavorable qui arrive
est-ce que malgré tout, j'arrive à tenir mon budget chaque année pour pouvoir m'assurer que je puisse rembourser cette dette à terme ou en tout cas la contenir. Et donc, il y a différents chocs qui sont calculés. Un CL2 primaire qui c'est peut-être un peu moins positif qu'on serait attendu. Une augmentation des taux d'intérêt plus élevée que ça qu'on s'attendrait. Ce qui, là, tout à coup, on s'en rend bien compte, n'est pas un scénario tout à fait impossible, puisque c'est quelque chose qu'on a constaté dans les derniers mois. Et éventuellement une croissance économique plus basse. Il fait aussi toute une série d'analyses probabilistiques de risque pour pouvoir se dire effectivement, donc, est-ce que cette trajectoire qui nous semble soutenable, même si les choses se passent moins bien que prévu, mais ça ira quand même, on ne va pas se retrouver dans des problèmes financiers. Et c'est quelque chose, c'est une méthodologie qui est bien documentée, qu'ils font depuis un certain temps et qu'ils publient, je pense, tous les 1 ou 2 ans. En tout cas, à intervalles réguliers. Alors, sur base de cela, il faut une classification. Noir, jaune, rouge. Dat is vrij klassiek. En eigenlijk laten we met de hoog risico beginnen. Dat is het standaard geval. Dat hebben ze in het verleden gedaan. Is te zeggen, kijk, als de schuld hoger dan 90% van het BBP is en ook stijgen, dat wordt als een groot risico beschouwd. Dan je hebt een laag risico, inderdaad minder dan 60% van het BBP de schuld en dalend. Bon, voilà. Dat is niet het geval van veel landen, maar er zijn toch een aantal landen lidstaten die in dat geval zullen vallen. Maar dan de matige risico is intussen inderdaad dus een schuld van meer dan 90% van het BBP, maar vermoedelijk dalend of zich stabiliserend onder de drempel van 90%. De laatste Fiscal Sustainability Report in 2021 heeft dat dus oefening gemaakt voor elke lidstaat. En gebaseerd op die criteria heeft gewoon gezegd, kijk, de lidstaten met hoog risico is België, Griekenland, Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal enzovoort. Dus een club van een aantal landen waarvan wij lid zijn, inderdaad. Dus we zijn officieel nu al voor een paar jaren als hoog risico door die analyses van de Europese Commissie beschouwd. Nu, hoe zou het werken? Wat zou dat zeggen voor de nieuwe regels? Voorstel van regels, wat zou dat betekenen voor lidstaten met hoog risico? Donc la proposition pour les pays qui sont considérés dans cette catégorie plutôt à haut risque est de dire, ben, très bien, il sera du coup demandé à ces pays de proposer un plan intégré sur 4 ans, un plan d'ajustement intégré sur 4 ans. Et ce plan d'ajustement doit pouvoir, après les 4 ans, arriver à ce que les 10 ans suivants, du coup on se retrouve sur 14 ans, hein, donc on a une première période d'ajustement de 4 ans, et puis qui, quelque part, réajuste la position budgétaire. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, que se passe-t-il dans les 10 ans après? En tout, ça fait 14 ans. Il faut que dans les 10 ans après, il faut que le taux d'endettement, donc la dette rapportée au produit intérieur brut, soit dans un ratio de diminution de manière plausible et de manière continue. Et que dans toute cette période, deuxième condition, il faut que le déficit reste dans tous ces 10 ans, après les 4 ans d'ajustement, en dessous des 3%. Et donc, c'est effectivement un effort assez fort en 4 ans pour redresser la barre, pour dire que par après, ça devrait aller. Maintenant, il est possible d'augmenter cette réforme. La proposition dirait mais que vous pouvez, cette période d'ajustement, elle peut être augmentée pour passer de 4 ans à 7 ans s'il y a toute une série de réformes et d'investissements qui sont considérés comme, alors ce n'est pas encore défini, il faudra voir la proposition, mais comme souhaitables, positifs, donc une série de critères par rapport à des réformes structurelles.
Cet ajustement dont je parlais sur cette période de 4 ans, c'est un ajustement qui serait basé sur la norme de dépenses nettes. C'est surtout au niveau des dépenses du coup que ça se passerait, mais malgré tout, ce n'est pas les dépenses primaires tout simplement qui sont considérées, ça va un peu plus loin que ça, c'est un terme un peu qui contient plus que ça. Cette norme de dépenses devrait être corrigée justement pour les effets de la conjoncture. Donc c'est typiquement tout ce qui concerne les dépenses de chômage qui effectivement en conjoncture basse augmentent et c'est bien normal. Donc ça serait ce genre d'effet de conjoncture qui serait retiré. Donc c'est déjà pas une norme de dépenses toute simple. Et elle serait aussi corrigée pour des réformes qui changeraient les revenus budgétaires des États. Donc, par exemple, une réforme fiscale aurait un impact et du coup, il en serait tenu compte. Donc, tu vois, on va dire que ce n'est pas que le côté dépenses en fin de compte. Et alors, il y aurait une sorte de lissage de certains aspects, y compris les investissements sur quelques années. Mais bon, ça, c'est vraiment ce plan, quelque part, il est attendu que c'est au niveau de ces dépenses nettes, entre guillemets, que le travail soit fait, que l'ajustement soit fait sur ce plan de 4 ans, qui sera ensuite suivi de manière très régulière. Son exécution va être suivie par la Commission européenne. Alors, gebaseerd op dat systeem, de vraag van het bureau, voor het bureau was te zien, oké, wat zou dat betekenen voor onze cijfers in België? En dat was dus een werk die was gedaan veel vroeger in het jaar. En het was gebaseerd over onze middellange termijn voor economische vooruitzichten, dus tot 22 tot 26. En dat was eigenlijk die verwachtingen hebben wij verleden jaar gemaakt in juni. Dus dat hebben wij gewoon gehouden. En dan hebben wij voor de rest van dus 88, voor de periode daarna, dus vanaf 28 tot 40, hebben wij ons verslag over de studiecommissie voor de vergrijzing genomen. Die eigenlijk neemt in acht, maar dat doet de Europese Commissie ook in zijn debt sustainability analysis, dus dat is heel gelijkwaardig. Die neemt in acht de impact van de vergrijzing, maar ook de impact van de evolutie van de rentevoeten en de lange termijn groei die voor de economie verwacht is. Dus met die twee scenario's konden wij een goede voorspelling hebben van de vooruitzichten en voor de middellange termijn, of zelfs lange termijn tot 2040, over de cijfers. En dan inderdaad hebben wij gedacht, hebben wij gezien, we zijn op risico, dus een aanpassing is verwacht. Laten we zien, wat is de vereiste aanpassing gebaseerd op de nieuwe regels? En we hebben dus dat gemeten en geëvalueerd op basis van een 4 jaar aanpassingsperiode. We weten dat het kan ook 7 jaar zijn, maar we hebben hier in deze oefening 4 jaar genomen. En hier zijn de cijfers. Dat is eigenlijk de cijfers, de basisscenario bij ongewijzigd beleid. Dus wat kan u daar zien? Er is de oranje lijn is de financieringssaldo, de 3%, zoals men spreekt. Dan heb je ook de blauwe lijn, dat is de primair saldo. Dus het verschil tussen het financieringssaldo en de primair saldo is de rentelasten. Dus de interessevoeten op onze schulden die wij moeten betalen. Dat is het verschillend. En dus zien we inderdaad dat is gebaseerd dus op vooruitzichten. En u weten die wij in juni hadden gedaan, dan veranderd of geaugmenteerd door de vergrijzingscomité. Dus die cijfers zijn niet de laatste cijfers, maar bon, die zijn toch heel indicatief over. Dus de grote orde blijft toch geldig voor onze discussie hier. Dus daar zien we dat we inderdaad een te hoog tekort hebben
van rond 5% in 23 en 24. Maar die gaat verder dalen bij ongewijzigd beleid. Dat is zeker niet, dat is een beetje een theoretisch scenario, want we weten dat de regering zal maatregelen nemen en heeft al een aantal maatregelen besloten. Dus, maar bon, laten we veronderstellen dat geen maatregelen wordt genomen, dan wordt het fors negatief tot min 9% in 2040. En de bron daarvan is eigenlijk de effect van de rentelasten inderdaad die hoger wordt. Dus interessvoeten hebben gegroeid op een schuld die ook gegroeid heeft. Dus de gecombineerd effect is inderdaad meer interest te moeten betalen. Maar dat is ook te wijten aan de primair saldo. Saldo die blijft groeien en dat is meestal te wijten aan de vergrijzing, de kost van de vergrijzing, iets die wij goed kennen. En dus de primair saldo die op dat moment werd beschouwd met deze simulatie dat het naar min 5% zou gaan in 2040. Dat zeker gaat gepaard met een toename van de schuld. En inderdaad, we zien dat de schuld die rond de 100%, meer dan 100% is in 2023, die gaat naar omhoog. In dit simulatie, opnieuw dat is een theoretische simulatie, bij ongewijzigd beleid, dus zonder maatregelen, die gaat naar 155 ten aanzien van de BBP. Dat is het basisscenario, dus laten we zien, maar dat is het basisscenario die niet te verschillend is van de debt sustainability analysis van de Europese Commissie. Dat is een heel gelijkaardig scenario. En dat is de reden waarom het interessant is te zien wat zou dat betekenen voor de inspanning die aan bergen zou verwacht worden. Alors, si on applique ce scénario, en fait, ce que vous voyez ici, ce sont les mêmes courbes orange et bleu, mais qui à partir de 2023, dans la partie jaune de la présentation, se partagent en une partie en pointillé. Ça, c'est exactement la partie pointillée, c'est ce que je viens de vous montrer. Vous voyez que ça diminue jusqu'à moins 9%, même chiffre n'est pas là. Et même chose pour la courbe bleue qui va diminuer jusqu'à moins 5%, même si le chiffre n'est pas là. C'est exactement la même chose que je viens de vous voir. Simplement, effectivement, à partir de 2023, là, on s'attend à ce qu'il y ait un ajustement budgétaire sur ces dépenses nettes qui soit fait. Et cet ajustement qu'on a fait de manière relativement linéaire ici, on l'a fait jusqu'à un point, donc en 2027, où à partir de 2027, encore une fois, on applique exactement le principe. On l'a mis à un niveau de manière à ce que par après, l'évolution des 10 ans par après, donc de 2027 jusqu'à 2037, permettent de rencontrer les critères requis par la Commission européenne. Comme je l'avais expliqué, elle se disait qu'après cette période d'ajustement, il fallait que par après, le solde reste au-dessus de 3%. Et comme vous voyez sur la ligne orange, eh bien, effectivement, on arrive à faire en sorte que le solde de financement soit presque pas loin de zéro en 2027, de manière à ce que par après, les effets du vieillissement et les effets d'augmentation des taux d'intérêt et de la dette, bon, ils vont évidemment détériorer ce solde, mais à 2037, on est quand même toujours au-dessus des 3%, ce qui est effectivement ce qui est exigé par le nouveau cadre européen. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a construit ces courbes, et tout simplement parce que c'est en application directe de la proposition de la Commission européenne. Vous pouvez voir évidemment l'impact que ça a aussi au niveau du solde primaire, mais l'autre chose qu'on voit aussi sur base de ce scénario, c'est au niveau de la dette. Donc, ce que je viens de vous montrer là, c'est vraiment au niveau des déficits. Et donc, l'important, c'est de se dire, ben voilà, cet ajustement, de combien doit-il être? Ben, il faut qu'il arrive à moins 3%. Si on fait cet ajustement sur base de cette trajectoire, on arrive bien à moins 3%. OK. Il y a aussi l'aspect de la dette. Et la dette, rappelez-vous, il faut qu'elle
redescendent vers les 90%, elle atteigne 90%. Là, sur base du trajet qu'on vous a montré, de la simulation qu'on a faite, on arrive en 2037 en orange à un peu au-dessus des 90%. Donc, ce n'est pas parfait, mais on y est suffisamment proche pour se dire que c'est une trajectoire qui est tout à fait vendable à la Commission européenne et qui, effectivement, vous voyez bien, cette trajectoire qu'on vient de vous montrer, ben, elle aurait une influence très différente sur l'évolution de la dette. Hein. Si on ne fait rien, encore une fois, un scénario théorique, on aurait quand même une forte augmentation de la dette en 2040 à 155 et qui continuerait à augmenter, alors qu'avec cet ajustement proposé par le nouveau cadre budgétaire européen, ben, la dette est sous contrôle et redescend même à peu près à 90%. Ce qui veut dire que ce cadre, plus ou moins, fonctionne à une certaine logique. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes d'ajustement? Ben, en fait, si on regarde d'ajustement par année, là, je vais vous montrer le chiffre qui se trouve dans la ligne per jaar et la première colonne essai voorstel aanpassing in 4 jaar. Donc, c'est ce que je viens de vous montrer. Ben, ça suppose que chaque année, il y a un ajustement budgétaire, encore une fois, de ces fameux dépenses nettes de l'ordre de 1% par an. Ce qui fait sur 4 ans à peu près 4%. Donc, c'est un effort de 4% à peu près sur 4 ans. Je vous avais dit au départ qu'il y avait la possibilité d'augmenter. Ja, meneer Creuse, Thomas. Oui, bonjour, merci. Juste pour savoir, c'est 1% du PIB ou c'est 1% des dépenses? PIB. Ok, merci. Désolé d'avoir. Merci d'avoir posé. Non, non, c'était l'idée. C'est que j'aurais dû le dire. Et donc, merci d'avoir posé la question. Donc, j'avais dit que c'était quelque chose. Là, je vous ai montré tous les chiffres sur base d'un ajustement en 4 ans, mais je vous avais dit on peut aussi négocier un ajustement sur 7 ans à condition de faire certaines réformes et de certains investissements qui auront l'agrément de la Commission européenne lors d'une discussion encore à inventer. Mais dans ce cas-là, si on se met sur 7 ans, ça permet effectivement de diminuer un peu l'effort chaque année de 0,7. Donc, on passerait d'un effort de 1% du PIB à un effort de 0,7% du PIB. Mais ceci dit, l'effort total serait de 4,8%. Pourquoi? C'est parce que, ben oui, si on gagne 3 ans de plus, il faut aussi tenir compte des 3 ans de plus pour la période de 10 ans après. Donc, on a toujours une période de 10 ans après. À vous rappeler, c'était 2037, là où je m'étais arrêté. Mais si on fait une période d'ajustement de 7 ans plutôt que 4 ans, il faut aller jusqu'à 2040 derrière. Et donc, il faut encore tenir compte, il faut aussi absorber l'effet du vieillissement de 2037 à 2040. Mais bon, donc, malgré tout, année par année, on se rend compte qu'on a un effort qui est un peu plus faible. Et en fait, si on appliquait les règles, les anciennes règles, où il faut arriver à ce MTO dont j'ai parlé plus tôt de 0, eh bien, ce serait un effort de 0,8% par an. Donc, quelque part, c'est intéressant de voir que même si le fonctionnement et la philosophie du système pourraient être très différents, mais en fin de compte, l'effort annuel par an ne serait peut-être pas si différent que cela. Alors, peut-être une petite remarque quand même là-dessus. Je reviens un peu en arrière. C'est quand même une courbe un peu étonnante quand on voit ça, parce qu'on voit un effort, on voit une courbe qui effectivement qui augmente très fortement entre 2023 et 2027. Donc ça, c'est cette trajectoire où en 4 ans, on essaye d'agir sur les fameuses dépenses nettes pour pouvoir se retrouver ensuite dans une position plus forte pour absorber les chocs qui suivent. Mais après ça, le choc qui suit, c'est-à-dire le choc du vieillissement et les taux d'intérêt, ben, entre guillemets, ils continuent tel quel. Et on pourrait se dire, mais pourquoi essayer de ramasser en 4 ans l'absorption d'un choc économique lié au vieillissement, mais pas que, aussi à l'augmentation des taux d'intérêt qui va se dérouler sur les 10 ans. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas étaler un peu plus les efforts? Donc ça fait l'objet de beaucoup de discussions. Moi, mon avis personnel m'a un peu basé sur le fait que j'ai
travaillé pendant des années à la Commission européenne sur ce genre de choses, c'est de me dire deux choses. Un, une période de 4 ans, c'est une période pour laquelle un programme et un plan, il est réaliste de faire un plan sur 4 ans et de le monitorer sur 4 ans. Ça correspond aussi souvent à des législatures. Et ma foi, l'Europe, que ce soit dans les plans d'ajustement de certains pays qui étaient en crise lors de la dette souveraine ou lors de la mise en œuvre du plan d'investissement, on parlait aussi de ce genre de quelques années de plan et de monitoring. Donc, il y a quelque chose de très pragmatique qu'on sait qu'on peut faire sur ce genre d'années. Et il y a, à mon avis, un deuxième aspect, c'est que, à mon avis, c'est un encouragement quelque part de ce système à faire des réformes structurelles sur ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que si un pays ne fait pas des réformes structurelles qui a aussi un impact sur la courbe après l'ajustement, donc cette courbe qui va de 2027 à 2037, ben, fatalement, elle est obligée de faire un ajustement par rapport aux dépenses nettes, ce qui est quand même assez douloureux. Et politiquement, pas forcément facile. Alors, rien n'est facile politiquement, on est d'accord, parce que toucher à cet aspect à long terme est aussi douloureux, parce que souvent, c'est les coûts du vieillissement, dont les pensions, pas seulement, mais dont les pensions. On sait très bien ce qui se passe en France, voire même les difficultés que dans tous les pays du monde, la réforme des pensions a toujours été quelque chose de très difficile. Donc, on sait que rien n'est facile, mais quelque part, voilà, on se dit que la Commission dit, bah, écoutez, si vous ne le faites pas, très bien, on serait obligé de le faire avec les dépenses nettes et ce sera peut-être un peu plus douloureux, avec un effet sur l'économie qui ne sera peut-être pas le mieux. Donc, je ne pense pas forcément que c'est ça qu'ils disent que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est de dire, bah, si vous ne le faites pas, ce sera ça. Voilà, ça c'est mon interprétation qui n'engage que moi. Mais c'est effectivement une question qu'on s'est posée ici au bureau du plan également. Il y a d'autres explications. Et si Vincent, qui est en ligne, et Michel, qui je pense aussi en ligne, veulent la partager, qu'ils n'hésitent pas à le faire. Alors, ce système, est-ce qu'il est... we vragen ons af, is dat weleisend of niet? We zien dat toch voor België, het is min of meer hetzelfde als het vorige stelsel. Maar toch denken wij dat het eist meer voor de landen die specifieke aspecten hebben. Ten eerste een hoog initieel tekort. Want inderdaad, je moet uiteindelijk terug naar 3%. Ben je daar ver van, is het zeker een stuk moeilijker voor de lidstaten die daar ver van zijn. De hoge schuld, inderdaad, want de hoge schuld, dat is hetzelfde. De hoge schuld is zeker een risicofactor en je moet die laten dalen. Dus hetzelfde idee dat geldt ook voor de tekort, maar er is een additioneel effect die de effect is van de rentevoeten die fors toenemen en dus het impact. Als je een hoge schuld hebt, dat is zeker een moeilijke iets dat je ook moet compenseren. Dus dat is een dubbel whammy. Dat is ook veel eisend voor landen die een hoge vergrijzingskost hebben. En dit zijn de 3 meest belangrijke. De 4 is meer techniek. Het gaat over de volatiliteit van de determinanten van de schuldquote. De reden daarvoor is het feit dat de debt sustainability analysis neemt ook in 8 risicoscenario's. En als in het verleden de factoren van de schuld hebben veel geschommeld, die zijn heel variabel, dat wordt in acht genomen als een negatieve punt voor de debt sustainability analysis. Maar de 3 meest fundamentele is de eerste 3 aspecten: initieel tekort, initieel schuld en vergrijzingskosten. En als we naar de cijfers voor die 3 aspecten vergeleken met de andere lidstaten, wat zien wij? Sur ce graphique ici, le graphique de gauche, vous avez l'axe des abscisses horizontales, c'est le niveau de dette initiale. Et vous voyez la ligne verticale, c'est la moyenne de la zone euro. La moyenne de la zone euro est à peu près à un peu plus de 90%, et on voit que la Belgique est au-dessus de 100%. Il est au-dessus de la moyenne du coup de la zone euro.
en compagnie de la France, l'Espagne, Portugal, la Grèce et l'Italie. Il est plus ou moins au même niveau que la France, pas très loin de l'Espagne et peut-être même un peu au-dessus du Portugal. Donc ça, c'est une des trois dimensions. L'autre dimension, c'était effectivement le déficit initial. Ça, c'est l'axe vertical et la moyenne, c'est cette ligne horizontale qui se trouve à peu près à un peu plus de 3%. Ben là aussi, on se rend compte que on est en dessous, c'est-à-dire que notre déficit est plus élevé. Du coup, on est en dessous. Et on est en compagnie de la France avec un des déficits au niveau les plus élevés, aux environs de 5%. Donc, voilà, pour 2 des 3 déterminants, on est clairement bien au-delà enfin, en dessous de la moyenne. Donc, enfin, dans la partie la plus défavorable de la moyenne. Et le troisième aspect dont j'avais parlé, c'était le coût de vieillissement. Alors là aussi, il y a des études qui sont faites d'un pays à l'autre pour pouvoir comparer ces effets-là. Encore une fois, ils sont liés aux effets du coût sur le système des pensions, mais aussi sur les systèmes de santé, invalidité et autres. Et là, on se rend compte que aussi, on se retrouve dans la partie plutôt la moins favorable, que par rapport à d'autres pays, on se retrouve à des niveaux plus élevés. Donc voilà, il se fait que la Belgique se trouve aujourd'hui dans des situations factuelles. Tout ça, ce sont des faits qui sont montrables et démontrables, qui fait qu'effectivement, le défi est plutôt plus élevé pour nous que pour une série d'autres pays de l'Europe. Donc voilà, je pense que je vais simplement arrêter ici. C'est la fin de la présentation. Les points principaux que je voulais dire, ils sont. Vous aurez compris effectivement que sur cette base-là, il est clairement la trajectoire des finances publiques belges fait face à des plus gros défis que d'autres et probablement va devoir nécessiter des efforts proportionnels à ces défis. On devrait savoir aujourd'hui un peu plus ou demain, en fonction de quand arrivent ces fameuses propositions, ce que ça voudrait dire pour le système. Donc les propositions de la Commission européenne vont arriver aujourd'hui ou demain. À partir de là, il va y avoir toute une série de négociations en Europe et donc il va y avoir certainement lors de ces négociations les débats entre les frugaux et les autres qui vont essayer de pousser d'un côté ou de l'autre. On ne sait pas très bien combien de temps ça va prendre. Mais encore une fois, sur base du chiffre que j'ai montré, là j'y reviens, que j'y montrais, quelque part, l'ancien système voilà, exigeait aussi un effort assez important budgétairement par rapport à la Belgique. Donc, quelque part, de ce point de vue-là, ce sera la même chose. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des Baudouin. questions? Je regarde les petites mains. Alors, je vois que Renate, heb je een vraag? Ja, dank u. Ja, over het spreiden van de inspanningen over het jaar. Het punt is al aangeraakt geweest dat men eigenlijk de inspanningen in 4 jaar moet doen voor een periode van 14 jaar of in 7 jaar voor een periode van 17 jaar. Wat daar nog bij komt, is dat die oefening aan alle landen tegelijkertijd al zal gevraagd worden. En ik vraag mij af, je mag de bemerking dat daar toch geen rekening mee gehouden is met de fiscal stance van heel de eurozone. Die als gevolg zal hebben dat we eigenlijk, als de regels ingevoerd worden, de komende jaren toch, en toch wat je een procyclisch beleid gaat kunnen noemen, want we zitten niet echt in een economisch hoogtepunt en toch zal die inspanning nu gemaakt moeten worden. Dus wat zal men daarmee doen? Want traditioneel had de commissie toch ook altijd aandacht voor die fiscal stance van heel de eurozone en nu komt dat toch onder druk te staan. Dat is een heel goede discussie. Moet ik daaraan nu al antwoorden of neem ik een paar vragen? Wat is jouw beveling, Benoît? Bah, peut-être tu peux répondre au fur et à mesure. Hein? Au fur et à mesure? Allez, parce que celle-là, c'est une très bonne question. Ouais. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup parce que, alors, bon, clairement, ik ga daar helemaal akkoord mee, Renate. De risico dat als er een aantal landen op tegelijkertijd op de rem duwen, kan een recessief effect hebben. Dat spreekt vanzelf. Die voorlopig normaal moet zijn,
En de verwachting van de Europese Commissie, en dat is ook onze hypothese hier, is dat het geen impact heeft op de potentiële groei voor de lange termijn. Dus dat kan, in de werkelijkheid, dat kan zo zijn, afhankelijk een beetje van de specifieke maatregelen die genomen worden. Een van de grootste redenen voor wat men noemt in het Engels scaring effect, donc les effets de cicatrisation. Ik weet niet hoe men dat in het Vlaams zegt, mais le mot scientifique est encore pire, c'est hystéris. Enfin, je sais même jamais le dire. Donc, hystérésie, je crois, si je me rappelle bien. Oui, merci ça. beaucoup. Oui. Donc, je préfère le scaring effect, on comprend mieux. Mais c'est surtout lié à l'impact que ça a sur le marché du travail et des gens qui, une fois qu'ils sortent du marché du travail, perdent un peu une série de compétences, soft competencies, qui du coup leur rendent plus difficile de retrouver un travail à long terme. Et donc, si effectivement il y a des mesures qui doivent être prises, het zal van heel groot belang zijn om te zien welke maatregelen, om er zeker van te zijn dat er geen negatief lange termijn impact is. Dat is ten eerste. Nu, daarvan is ten tweede. Is de klanten schadeloos stellen van. Je pense que c'est quelqu'un qui a oublié de couper son micro, ça. Voilà. Nu, eigenlijk, en ce qui concerne la politique actuelle budgétaire, alors bon, l'autre aspect, c'est quand même se dire combien de pays seraient vraiment dans ce cas-là. Et ça, c'est un peu à voir. Et de quelle nature serait cet ajustement? Donc, je crois effectivement que la Commission européenne, dans son fiscal stance et dans la façon dont on le mettra en œuvre, essaierait d'éviter que tout le monde le fasse, que ce soit trop de pays en même temps. Donc ça, c'est un peu à voir ce qu'ils vont dire là-dessus, mais effectivement, chaque début d'année, ils essayent d'avoir un point de vue là-dessus et ils essayent de modérer cet aspect-là. Mais néanmoins, et comme ils l'ont fait par le passé, ils vont probablement dire à certains, vous appuyez sur le frein et d'autres, vous accélérez. Ce qui est effectivement entre guillemets, la bonne réponse. Pendant des années, quand j'étais à la Commission européenne, mon job était de dire à l'Allemagne, s'il vous plaît, laissez partir les déficits pour pouvoir soutenir l'économie européenne. Donc, c'est ce que fait l'Europe. Pas toujours évident qu'elle soit suivie, mais en tous les cas, c'est ce qu'elle a fait par le passé. Je ne vois pas pourquoi elle le ferait différemment cette fois-ci. Mais le troisième point, de derde punt, is voor mij belangrijk en een beetje moeilijker uit te leggen, is het feit dat wij moeten niet aan de budgettaire beleid denken in isolatie van de andere beleid. De andere beleid die van groot belang is de monetair beleid. Wat zien wij is dat eigenlijk de ECB, dus de monetaire overheden, zeker in Europa, maar ook in het buitenland, zijn aan de inflatie te bestrijden. En zij denken dat de inflatie, een van de redenen van de inflatie, is de conjunctuur, dus de cyclus, die eigenlijk op een hoogtepunt is. Want er zijn krapte op de markten, op de arbeidsmarkten. En dus, voilà, een reden daarvan is niet alleen de energie, een reden daarvan is de economie eigenlijk een beetje te veel, te rap draait. Dat is de oordeling van de monetaire beleiden. En dus dat is eigenlijk een heel slechte mix dat we nu hebben. We hebben een mix van een fiscale mix met toch nog hoge tekorten, maar die bestreden wordt door en tegelijkertijd gaat de monetaire beleid in de andere richting. Dus in elk geval wat we zien. Iemand die probeert mij te bellen, ik vrees dat het. Oké. Dus uiteindelijk wat we zien is we zullen toch in elk geval door de actie van de monetaire beleid in een situatie zich vinden waar we zijn dichtbij de potentieel, comment dire, au niveau normal de l'économie. Mais par contre, en y arrivant de cette manière-ci, c'est-à-dire avec des déficits budgétaires élevés et des taux d'intérêt élevés,
ça a évidemment un effet doublement négatif sur la position budgétaire et la position de dette à long terme. Alors que et donc ce serait probablement beaucoup mieux d'avoir un mix différent, c'est-à-dire une politique budgétaire avec des déficits moindres, ce qui aurait aussi un effet de calmer un peu les aspects d'inflation, ce qui pourrait éventuellement permettre aux banques centrales dans leur indépendance, donc je veux bien dire la Banque centrale ne peut pas recevoir de recommandations de qui que ce soit, elle décide dans son indépendance, mais si elle voit que la pression inflatoire est moindre, elle va pouvoir évidemment avoir plus de marge de manœuvre pour pouvoir avoir des taux d'intérêt moins élevés, où elle va se dire je ne serai pas obligé de les monter aussi élevés. Et dans ce cas-là, effectivement, on aurait des taux d'intérêt plus bas sur la dette, et ce qui veut dire qu'à terme, ce serait mieux pour les finances publiques. Et ce serait, in fine, moins d'efforts. Donc voilà, cet aspect récessif, il est exact, il va être modéré, mais il faut vraiment tenir compte du reste. Quels sont les autres pays et qu'est-ce qu'ils vont faire les autres pays et que fait la Banque centrale à ce moment-là? Et quel est le bon équilibre à avoir entre les deux? Mais par contre, ce qui est vraiment important, donc c'est le dernier point quand même que j'ai dit, mais que je rappelle, c'est que si on se trouve dans une telle mesure, dans une telle configuration, de toute façon, il y aura un effort qui sera attendu et bon, auquel le gouvernement s'attelle et les autres s'attelleront certainement. Il est important de connaître la nature des mesures et de faire en sorte d'éviter qu'elles aient un impact négatif, que l'impact négatif, pour être sûr que l'impact négatif ne soit qu'à court terme et n'ait pas un impact sur le long terme. Merci Baudouin. Maarten, je hebt ook een vraag. Ja, dankjewel. Eerst bedankt voor de duidelijke presentatie. Ik had nog een vraagje met betrekking tot de behandeling van de overheidsinvesteringen. We weten nu dat er eigenlijk weinig flexibiliteit is voorzien. Enkel wanneer men voldoende investering doet, kan de aanpassingsperiode eventueel uitgebreid worden naar 7 jaar. Maar de eigenlijke behandeling ervan, de schuldgefinancierde overheidsinvesteringen, moeten een volledige rekening worden gebracht. Ik vroeg mij af of er daar nog ontwikkelingen zijn, of je verwacht dat dan nog eventueel ter discussie kan komen te staan. Want de uitdagingen op vlak van, ja, in de eerste plaats klimaattransitie en de overheidsinvesteringen die vereist zijn enorm. Maar natuurlijk, daar dreig je wel wat met 2 snelheden te gaan werken, waarbij dat landen met een veel betere initiële schuldpositie, die dus ook een veel minder grote inspanning moeten doen, veel meer kunnen een overheidsinvestering gaan optrekken om die klimaattransitie in werking te laten treden. Terwijl het dan voor een land als België veel moeilijker zal zijn natuurlijk, als je ziet dat we nu al op 4 jaar zo'n grote inspanningen moeten doen. Als we daarbovenop ook nog eens een verhoging, een noodzakelijke verhoging van de overheidsinvesteringen volledig moeten gaan dekken, ja, dat is bijna niet te doen. Dus ik vroeg mij af of dat eventueel nog op tafel ligt, of denk je dat dat met de frugal countries wishful thinking is? En dan had ik nog een vrees dat je het antwoord hebt gegeven, ja. Maar ja. Nee, maar er zijn toch andere dingen die de moeite zijn te bespreken. Ja, ja. En dan had ik nog een tweede vraag, een korte vraag. We hebben enkele weken geleden een vergadering gehad met de Belgische onderhandelaar in Ecofin. En die zei dat er nog geen duidelijkheid was of nog geen Belgische standpuntbepaling. Ik vroeg me af of dat daar eventueel nieuwe ontwikkelingen zijn. Dat daar meer over kan zijn. Dank u. Ja, bedankt Maarten. Dus hele goede vragen. Dus de vraag over de investering, hoe zullen ze behandeld worden in de nieuwe kader? Dat is ver van duidelijk. Eigenlijk is gedurende de commissie communicatie dus geen echt voorstel, was het bijzonder vaag. Het blijkt toch dat voor mij, het is moeilijk te verwachten dat een soort golden rule zou zijn. De golden rule die zegt dat investeringsuitgaven moeten uitgesloten worden in de berekening van de deficit. Dat voor mij is dat, er werd er zoveel besproken voor de communicatie van de commissie. Ik ben er bijna zeker van dat de commissie geacht heeft in al de discussie ervoor dat het onmogelijk zou zijn en dus heeft het niet op de tafel heeft gelegd, maar toch zegt iets inderdaad over overheidsinvesteringen, zonder te zeggen wat soort. Hoe zullen wij zeggen wat een investering is of niet en wat soort investering, die blijft zeker open. Ik geloof persoonlijk dat de groene investeringen of de investering voor het klimaat dat de commissie dat graag verschillend zou willen behandelen, maar bon.
we moeten zeker voor het voorstel wachten, vandaag of morgen, om dat echt te zien wat het voorstel van de Europese Commissie zou zijn. Maar tegelijkertijd, dat zou maar een voorstel zijn, ongetwijfeld zal dat heel hard onderhandeld worden in de trilogues. Dus het is echt een stay tuned wat dat betreft. Maar dat is een heel interessant aspect waarvoor het planbureau wil een beetje verder zoeken en ook vermoedelijk een hoop in collaboratie met het CRB. Want die zijn heel geldige vragen. Toch een punt, als men kijkt over de CO2-uitstoot en de bronnen in ons land, maar dat is bijna hetzelfde in vele landen, dan zien we wel dat bijna alles te wijten is aan het privé, niet de overheid. Dus ook elektriciteitsgeneratie, dus energiegeneratie, dat is meestal privé. En dus de vraag is altijd geweest, het is één vraag die zegt, voilà, hoeveel moet het echt overheidsinvesteringen, of moet het eerder overheidssubsidies, of moet het gewoon door de regeling behandeld worden? En wordt het door de regeling behandeld? Het zal vermoedelijk een moeilijke, misschien zal dat moeilijker draagbaar zijn voor de meest kwetsbare huishoudens en of vennootschappen. En wat kan de overheid daarmee doen? En dat is een debat die, als men spreekt met andere landen, die is heel open. Dus we zien wel. Dat is een beetje een theoretische debat die heel interessant is. En ik heb pas gezegd dat we zouden graag in collaboratie met de CRB dat verder bezoeken. Maar tegelijkertijd, om minder theoretisch te zijn, laten we niet vergeten, er is het Plan Nationaal Economie Klimaat, die nu geüpdateerd moet worden binnen een paar maanden. En dat zal eigenlijk een goede basis om niet theoretisch te zijn, maar om eigenlijk te kijken wat zijn de maatregelen die door onze overheden en de verschillende entiteiten voorgesteld worden. Wat zou dat betekenen inderdaad voor de overheidsfinanciën, investeringen, subsidies, al die maatregelen waarover we gesproken hebben. Dus zeker daarvoor ook een beetje stay tuned. We zullen dat zeker verder bestuderen. En het planbureau heeft ook officieel de vraag gekregen van het federaal om dat plan, dus de federaal gedeelte van dat plan te kunnen schatten. Dat doen wij in de volgende maanden. Voilà. Donc, il y a Thomas a aussi une question encore. Merci, Benoît. J'avais plus une question technique. En fait, j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on passe de la debt sustainability analysis vers finalement un taux de croissance, enfin c'est une contrainte sur le taux de croissance des dépenses nominales. C'est toi finalement le lien finalement entre les deux, mais c'est vraiment technique, donc si c'est peut-être trop technique, je peux peut-être prendre contact avec Michel Saint-Train ou Vincent. Si vous connaissez Michel Saint-Train, ils sont encore de meilleurs interlocuteurs que moi, puisqu'ils sont de meilleurs experts. D'ailleurs, je veux bien répondre, mais si Michel ou Vincent qui sont, je pense, avec nous veulent répondre, surtout qu'ils n'hésitent pas. Je vois Vincent qui met sa caméra. Voilà, Vincent est là. Bonjour Vincent. Bonjour. En fait, c'est deux choses où il n'y a pas vraiment de lien. Donc, la DSA permet de classer les pays en niveau de risque faible, élevé ou moyen. Et puis, là, on a des recommandations qui sont différentes. Bon, entre risque élevé et risque moyen, la différence n'est pas non plus énorme. Et puis, le critère des dépenses nettes, c'est juste un indicateur opérationnel pour vérifier si la trajectoire est respectée. Donc, on va traduire une trajectoire d'ajustement en un taux de croissance maximum des dépenses nettes. Et puis après, on pourra mettre une dimension plutôt pluriannuelle si le pays a respecté son engagement. Donc, on aurait pu en fait avoir juste la DSA seule et sans le critère des dépenses nettes, ou le critère des dépenses nettes
seul sans l'histoire de DSA. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Maintenant, au plus l'ajustement important, au plus l'ajustement budgétaire est important, au plus le taux de croissance des dépenses nettes sera faible. Enfin, celui qu'on peut avoir au maximum. Donc au final, si je comprends bien, pour la construction de la trajectoire, c'est juste en fait de faire tendre d'avoir un surplus primaire qui permet de faire tendre le ratio d'endettement vers 90% à 2037. En tenant Oui. compte des dettes de vieillissement, enfin des coûts de vieillissement et autres. Et donc, dans le rapport, on n'a pas utilisé le critère des dépenses, la croissance des dépenses nettes, donc on a juste travaillé sur le solde primaire. Évidemment, il y a un lien entre les deux. Donc, nous, c'est un ajustement du solde primaire qui peut venir des dépenses ou des recettes. Donc, c'est juste le solde primaire qui s'adapte. Et puis, l'idée, c'était de calibrer, de calculer quel devait être le solde primaire à la fin de la période, donc en 2027, pour rester sur les 3% sur toute la période. Puis, on a recalculé la dette et on voit qu'elle converge vers 90%. Voilà. Ok, donc c'est le contraire. Alors, c'est plutôt d'être sûr que le déficit reste sous 3% à la fin de la période. Donc, il y a deux conditions. Il faut que le déficit reste sous les 3% et il faut que la dette diminue de manière continue et plausible. Okay. Et là, la DSA resserre pour vérifier la plausibilité de la décroissance. Donc, il faut que ce soit en baisse lorsqu'on a fait l'ajustement, mais également lorsqu'on rajoute un certain nombre de stress tests qui sont utilisés dans la première version de la DSA. Ok, merci. Voilà. Merci bien. Voilà. Alors, je prends un peu la parole parce qu'il y a une question de Luc Simard qui a été envoyée par le chat, qui est très intéressante. Mais d'abord, avant cela, la Commission européenne vient de publier sa proposition. Donc, c'est arrivé, c'est tout chaud. J'imagine que ça peut se trouver sur le site de la Commission européenne. Sinon, je peux mettre les documents, si ça vous intéresse, dans le chat. Mais bon, c'est 4 documents. La Commission, c'est toujours... ça a toujours un certain volume. Donc, si vous avez du mal à vous endormir le soir, c'est parfait. Donc ça, je vais vous le transmettre. Je n'ai pas encore le temps de le décortiquer, ni l'équipe avec Vincent et Michel. Donc voilà, ça se fait vraiment en live. On va voir un peu si ça change beaucoup. Par contre, la question de Luc demandait aussi s'il n'y a pas de décision européenne en 2023, est-ce que c'est l'ancien cadre qui s'appliquerait en 2024 ou autre chose? Alors bon, parlons pas de 2024. Donc, si effectivement il n'y a pas de nouveau cadre, s'il n'y a pas d'accord sur de nouveaux cadres, ce sera fatalement l'ancien cadre qui sera de toute façon appliqué. Maintenant, pour cet exercice 2023, la Commission, dans sa guidance, a déjà dit qu'il fallait qu'elle appliquait les anciennes règles, mais qu'elle prendrait déjà une série d'inspirations par rapport aux nouvelles règles, et donc d'avoir un plan intégré et différentes choses de cette nature fait partie des choses qu'elle demande au pays. Une autre question qui se pose malgré tout, alors a priori, à voir si la nouvelle proposition maintient cela, mais la communication initiale disait que ce système qu'on vous a montré, c'était surtout pour le volet, ce qu'on appelle préventif. Donc, c'est-à-dire quand tout va bien. À partir du moment où la Commission dit, l'Europe, on va dire, sur recommandation de la Commission, mais c'est l'Europe qui dit, attention, un pays est en déficit excessif, et lance ce qu'on appelle une procédure de déficit excessif. Et à ce moment-là, on se retrouve dans ce qu'on appelle le volet correctif. C'est-à-dire que là, on est suivi à la loupe par la Commission européenne, il faut faire un plan, il faut faire des ajustements, il faut négocier, etc. etc. Et donc, la question, c'est que si effectivement d'un pays à l'autre, si un pays est versé dans ce volet correctif, il ne devra pas appliquer ces nouvelles règles. Il restera dans un volet correctif tel que l'ancien système. Donc ça, c'est une question qui se pose parce que, alors c'est un peu un débat qu'on a, mais il me semble que la Commission a clairement dit dans sa guidance dont je viens de parler qu'en début 2024, elle regarderait de très près les pays, elle voudrait recommencer à mettre une série de pays en déficit excessif, comme elle a toujours fait. La Belgique, par le passé, je pense, l'a été une fois et en est ressorti après quelques années. Donc, c'est des choses qui se passent. Ce n'est pas la fin du monde, mais voilà, ça se passe.
Et donc, la ferme intention de mettre une série de pays dans cette catégorie-là, sur base des chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, sur base des chiffres actuels et des défis actuels, la Belgique sera un fort candidat, mais j'imagine que ça va dépendre en pratique de comment ce que 2023 va se passer et du programme de stabilité qui va être proposé par le gouvernement. Tout ça seront des événements, des choses qui sont tenues compte par la Commission européenne. Mais en tout état de cause, si début d'année prochaine, la Commission dit, vous savez, moi je considère que je ne me sens pas à l'aise et je voudrais que mettre la Belgique en déficit excessif, alors cette nouvelle règle de toute façon ne s'appliquerait pas avant qu'on ressorte de ce volet correctif. Ce qui peut prendre 2-3 ans, typiquement, ça dépend un peu d'un pays à l'autre. Voilà, je vois que tu les as déjà mis en ligne, hein, c'est ça? Ah non, pas encore. Non, j'essaie de répondre. Oui. J'ai du mal à faire deux choses à la fois. Ah ben voilà, parfait. Stéphane Wiedelmet. Merci, formidable. Maarten, heb je nog een vraag? Oui, c'était en fait la deuxième question que j'avais aussi posée. S'il y a déjà plus de nouvelles sur la position commune Belgique. Ah oui, pardon. Ouais, pas de souci. Alors, personnellement, je n'en ai pas reçu. Clairement, Steven Kosters, qui est la personne que vous avez vue, est beaucoup mieux placé, est impliqué là-dedans. Donc moi, j'ai pas reçu de nouvelles, je n'ai pas du tout de nouvelles par rapport à ça. Mais bon, soyons un tout petit peu clairs. Ce genre de débat est en général discuté très fortement à Berlin. Alors, bon, c'est souvent une discussion Commission européenne, Berlin, Italie, France, pour essayer de trouver quelque chose qui satisfasse. Mais en général, la discussion, c'est pour plus de flexibilité. Et c'est dans quelle mesure ces pays qui font cette pression politique arrivent à en obtenir de la part de Berlin et un peu de la Hollande, mais en général, ces deux-là se concertent. Donc, quelque part, je pense que dans ce débat, les plus petits pays comme nous, bon, on pèse peut-être un tout petit peu moins, soyons toute humilité, c'est un peu en général comme ça que la dynamique se fait. Wat interessant is dat eigenlijk de standpunt van Berlijn werd publiek en bekendgemaakt een paar weken geleden. En voilà, we zien wel hoe het is, maar er is wel een zin die zegt dat ze denken niet dat de debt sustainability analysis een goede basis is voor een nieuw systeem. Dat is toch een hele extreme zin. Maar tegelijkertijd blijken ze dit toch te houden, het voorstel toch te kunnen aanvaren, maar op voorwaarde dat er ook andere additionele regels zijn die het meer automatiek maakt en meer binding maakt. Dus om er zeker van te zijn dat de ritme van het dalen van de schuld rap genoeg is. Dus het zou wel kunnen dat het eindsysteem is een combinatie van het voorstel van de Europese Commissie met toch enkele regels zoals de oude systemen. En uiteindelijk zal het afhangen wat zijn de regels die de meer binding zijn die van de welke voorstel, maar dat zal zeker afhankelijk van de ene naar de andere situatie. Oké, merci. Moi, j'ai peut-être juste une petite remarque, Baudouin. Évidemment, tout ça, c'est avec une croissance potentielle, je suppose, aux alentours de 1,5 pour la Belgique. C'est bien ça? Et sans tenir compte de chocs potentiels liés au climat. Donc, ça veut dire que tout scénario avec une crise financière ou des chocs climatiques supplémentaires, évidemment, aggrave toutes les trajectoires par ailleurs. Oui, alors sur la croissance à long terme, je crains qu'on ne soit même pas aussi haut que ça. Je vais demander à Vincent de confirmer ça par chat ou autre. Je crains que c'était un peu plus bas, mais bon, c'est le cas. C'est une, hélas, triste réalité pour toute l'Europe. Par contre, ce que tu dis, et ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, la croissance potentielle est derrière croissance potentielle, pas croissance potentielle, moi j'avais en tête productivité. Donc, je vais demander à Vincent de simplement confirmer les chiffres en particulier. Donc, la croissance de la productivité serait moindre et je pense que
Mais bon, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, quand on se place sur le long terme, les facteurs de croissance, de productivité sont extrêmement importants. Et quand on discutait de se dire, mais quelle est la forme de cette pente? Donc, on a justement sur 4 ans, et puis derrière, on suppose qu'il y a une détérioration qui se fait sur base de facteurs quelque part automatiques, mécaniques. Qu'est-ce qu'on peut faire quand même comme réforme? Alors, je ne sais pas si on va les appeler structurelles, mais disons comme mesure pour éviter d'utiliser des mots qui soient peut-être politiquement chargés. Donc, disons des mots neutres. Quelles sont les mesures qui permettent d'avoir une influence là-dessus? J'ai parlé effectivement des dépenses de vieillissement, mais l'accroissement de la productivité, ça, c'est la mère de toutes les vertus. Et ça permet effectivement si on arrive à avoir un effet là-dessus, ça permet évidemment de fortement changer. Et sur le long terme, ça a un impact absolument gigantesque. Ça, c'est l'aspect positif, si on arrive à l'augmenter. C'est un peu la bouteille à encre sur est-ce qu'on va y arriver ou non. 1,3% en moyenne. Merci beaucoup, Vincent. Ah oui, c'est encore plus bas que je ne pensais. Et donc voilà, la croissance de la productivité, c'est un peu la bouteille à encre. Certains disent, mais regardez, avec des choses formidables comme l'intelligence artificielle, ça ne peut faire qu'augmenter, l'Internet of Things et toutes ces choses formidables qui ont l'air d'être extraordinaires. En même temps, ça fait un certain temps qu'on entend parler, on a quand même une diminution de la croissance de la productivité. Donc, voilà, on ne sait pas très bien à quel sein se vouer. Et tout le monde académique se déchire sur ce débat. Effectivement, les scénarios plutôt négatifs dont tu parlais sont tout à fait possibles. Alors, la discussion, l'aspect de l'augmentation des dépenses publiques pour faire face aux défis climatiques, soit en mitigation, soit en adaptation. J'en ai un peu parlé, je pense que c'était la question de Martin, qui est vraiment une question tout à fait valable, mais là, il y a des points de vue très différents. Et donc, on va essayer de creuser un peu cette question plus. La question d'une crise financière, bon, comme tu le sais, Benoît, j'ai rejoint la Commission européenne pour travailler sur cela. Donc, j'ai beaucoup travaillé ensuite pendant des années sur comment est-ce qu'on peut faire pour renforcer l'architecture européenne pour éviter que ça se passe de nouveau. Et franchement, je crois que ça peut paraître étonnant, mais je crois que les progrès ont été absolument énormes. Et le fait qu'encore maintenant, il n'y ait pas eu, entre guillemets, une crise financière sur l'Italie, c'est la preuve que ça a fonctionné, qu'on a quand même mis en place des choses absolument extraordinaires. Et le plan de relance, alors on peut en citer plusieurs, mais c'est vrai qu'il y avait toute une série de choses qui avaient été faites peut-être pour mieux encadrer les trajectoires budgétaires pendant un certain temps, ce qui a permis un désendettement depuis la crise financière, ce qui fait que si on était désendetté, on était mieux placé pour absorber celle-ci. Donc ça, il y a un aspect qui est là. Il y a eu tous des aspects en termes de stabilité bancaire qui ont été fortement régulés, avec aussi un juge impartial qui est le CB qui a vraiment travaillé sur chaque banque pour pouvoir améliorer la santé des banques. Donc ça a eu un impact énorme. Les exigences pour les banques ont été beaucoup plus élevées, y compris pour les aspects de liquidité. Petite parenthèse, ce n'est pas tout à fait surprenant ce qui s'est passé pour certaines banques aux États-Unis régionales qui justement n'avaient pas ces obligations qu'on a imposées pour les grandes banques aux États-Unis et à travers toute l'Europe. Par exemple, de gestion de liquidité et d'équilibre entre les actifs et les passifs. L'autre chose qui a été, et alors tout aussi, il y a tout un système qui existe maintenant pour pouvoir soutenir des pays qui ont des systèmes bancaires en difficulté ou des finances publiques en difficulté. Donc c'est le fameux ESM, entre autres, pas que. Et alors finalement, le plan de relance est pour moi, enfin finalement, c'est pas le dernier point, mais est un aspect absolument incroyable où l'Europe a accepté de faire un transfert budgétaire intra-européen pour certains pays. En gros, les bénéficiaires les plus gros de ce plan de relance ont été l'Italie et l'Espagne, qui étaient les pays qui étaient dans des situations financières, d'un point de vue finance publique, mais aussi d'un point de vue bancaire, les moins stables. C'était un peu la poudrière en disant, surtout là, on savait d'ailleurs depuis un certain temps que ça restait toujours compliqué, surtout le système italien, bancaire italien, avait quand même régulièrement des petites crises. Et l'Europe s'est dit, on ne va peut-être pas faire comme la fois passée, on va essayer de donner un transfert fiscal énorme vers ces pays pour les aider à faire face aussi.
Et donc ça a relativement fonctionné. Lié à ça aussi l'action de la Banque centrale qui a énormément ouvert les vannes avec du quantitative easing, donc qui a vraiment injecté beaucoup de liquidités dans les différents systèmes, y compris dans les dettes nationales. Ça permet de faire en sorte que les taux d'intérêt de certains pays, malgré un choc énorme de type Covid, sont restés sains et n'ont pas fait face à des taux d'intérêt qui auraient été prohibitifs. Donc ces aspects-là, je me dirais, ouf, eh bien, c'est mieux. On a évité une série de choses. On sait qu'on a le Big Bazooka maintenant. On a évité une série de choses et ça donne quand même assez confiance. Maintenant, bon, les problèmes sont toujours effectivement possibles. Mais je pense que ce qu'il faut surtout veiller, c'est qu'effectivement, à ce que les dettes soient soutenables sur le long terme d'un point de vue solvabilité et de manière à ce que ce soit vraiment les aspects fondamentaux qui comptent et qu'on ne soit pas forcé par des taux d'intérêt qui augmentent à devoir prendre des mesures trop dures, trop restrictives, ce qui avait été le cas par le passé. Donc, tout ce qu'on a fait par le passé permettait d'éviter ce genre de phénomène qui a eu lieu par le passé. Donc, ça a peu de chances que ça se reproduise maintenant aussi rapidement, mais malgré tout, ça suppose in fine qu'on est dans un niveau d'endettement soutenable, d'où quelque part la logique d'avoir pensé au Debt Sustainability Analysis dans le nouveau cadre. Merci beaucoup en tout cas. Mais s'il n'y a plus de questions... Ah, Vincent vient de remettre un petit commentaire. Donc, dans un des stress tests pour vérifier la plausibilité de la diminution du taux d'endettement sur la période de 10 ans, le taux de croissance nominale est réduit de 5 points de pourcent et les taux d'intérêt sont relevés de 50 points de base. Et ça donne quoi alors, Vincent, en termes de trajectoire? Mais donc, en fait, il faut que, dans ce qui était proposé, donc il faut que le déficit reste sur les 3%. Il faut que la dette diminue dans le scénario à politique inchangée corrigé pour l'ajustement. Et puis, il faut que ça diminue également dans un stress test stochastique, dans un stress test où R-G est modifié de 1% en fin de parcours. Et donc, pour les pays taux d'endettement élevé, c'est assez exigeant. Et donc, il y a des marges de sécurité qui sont prises pour que si l'ajustement est fait et que le futur est moins favorable que le scénario à politique inchangée, on ait quand même une décroissance du taux d'endettement. Donc voilà, c'est le taux de croissance qui est revu sur toute la période. Donc c'est pas juste un an, c'est 0,5 puis 1,5 en nominal. Ça peut être les prix aussi. C'est pas spécialement en volume. Mais donc voilà, donc ce sont des marges de sécurité également qui sont prises. Voilà. Et alors, en termes de chiffres aussi, je viens de le mettre à l'écran, c'est l'analyse qui a été faite par dans le Fiscal Sustainability Report van de Europese Commissie, die eigenlijk de baseline berekend heeft en de stresstest ook berekend heeft. Dus daar heb je eigenlijk de cijfers. Dus zeker is dat de adverse interest growth rate differential ratio, dat is de scenario waarover Vincent pas gesproken heeft. Dat maakt zeker een groot verschil. Blijkt te zijn bijna 10% schuld tegen 2032 of zoiets. Ben, un grand merci en tout cas. Je vois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, je remercie Baudouin et toute l'équipe du Bureau fédéral du plan pour cette présentation et tous les commentaires qui ont été apportés. Comme tu l'as dit, on n'est qu'au début de notre collaboration, hein, donc sur les problèmes, tu as déjà annoncé climat, que ce soit choc climatique ou transition, on va essayer de voir comment travailler ensemble pour introduire ça dans les trajectoires de finances publiques. Et alors on essaye, puisque tu l'as mentionné, d'aller voir ce qui se passe à Berlin. Donc on essaye d'avoir un contact avec l'homologue de Berlin pour essayer d'avoir la position en interne de l'État allemand. Donc on est en train d'essayer d'avoir un contact. Voilà, dès qu'on a eu ce contact, on vous prévient et je pense que le bureau du plan sera aussi intéressé à suivre cette conférence si on arrive à avoir notre interlocuteur allemand en tout cas. Oui, en tout cas, super. Bonne journée à tout le monde et un grand merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup.